Bienvenue à ce nouvel épisode de VonCam. Je vais vous parler aujourd'hui du Alfie Tish. En fait, c'est un appareil que j'ai testé ces 2 dernières années, à peu près un peu plus, qui est le fruit en fait, d'un financement participatif sur Kickstarter, qui fut terminé en octobre 2022 déjà. Un appareil assez particulier parce que, ce que peu de gens remarquent, c'est que c'est le premier appareil de nouvelle génération en fait, à film, format 135 mm, donc 35 mm, que Dave Faulkner en Grande-Bretagne a créé, et qui a une petite tourelle de 4 objectifs, ou 3 selon le modèle que l'on prend, le Alfie Plus en ayant 4. Focale fixe, ouverture fixe, mais obturation électronique, quelques petites options. Vraiment un appareil assez intéressant, très belle construction, on va y revenir, en synthétique et métallique, avec un viseur. Il y a différents types de viseurs que l'on peut choisir. Ça, c'est celui de meilleure qualité optique, que j'ai bien usé, visiblement. C'est un appareil que j'ai extensivement testé et utilisé, qui a grandi sur moi, je ne sais pas si on peut le dire en français, mais qui présente en fait cette particularité d'avoir ces objectifs. Le modèle non plus a une lentille mono, lentille de 30 mm f8, ici, 25 mm qui est ce qui s'appelle zone plate, de 25 mm de f56, donc attention pour la lumière, et un pinhole de 25 mm f125. Et la dernière lentille étant en fait un objectif à plusieurs lentilles, je crois qu'il y a 4 éléments en verre, pour un 33 mm f8 qui est en gros l'équivalent d'un 50 mm en plein format, vu que c'est du demi-format. Donc on est vraiment dans la mode des demi-formats en ce moment. Dave Faulkner avec le son Alfie Tish l'a un peu démarré, disons-le. Donc un appareil assez simple. On a une molette ici qui tient le rouleau du film. On va voir un exemple ensuite de chargement de film. Donc voilà, on a un bouton d'allumage qui est devant, là, le petit toc. C'est un appareil photo qui se charge par USB. Voilà. L'obturation, je ne sais pas dans quel mode je suis. On met le film là-dedans, on embobine manuellement ici. Quand la molette tourne ici, on voit qu'il y a un petit marqueur blanc. Donc c'est vraiment très basique, mais très bien fabriqué, relativement solide. Ça fait plus de 3 ans plus de 2 ans en tout cas que je l'ai. D'après le numéro de série, c'était le 85e. Voilà, donc assez bien construit, très, très rudimentaire, mais ce qu'il faut. Une attache-pied dessous, une molette ici qu'on peut appuyer, mais on va y venir. Cet écran électronique pour les fonctions de base, et donc le bouton on-off. Il y a un port USB, donc je disais USB-C, c'est comme ça qu'on charge l'appareil, mais aussi on peut utiliser une télécommande branchée par USB. Voilà celle qu'il proposait, ou un flash activable par USB. On va le voir dans les menus. Donc allons sur les menus. En fait, quand on charge, il y a beaucoup de choses qui sont manuelles. C'est évidemment la première génération de cet appareil. Dave a fait ça de manière assez incroyable. Vous pouvez aller voir ses réseaux sociaux, les médias sur ses réseaux sociaux pour voir comment il l'a fabriqué. Mais en fait, si on appuie longtemps, on a un menu, on peut régler les ISO, remettre à 0 le compteur. Donc il faut appuyer le bouton, on peut remettre à 0 le compteur, on peut faire un délai de un retardateur en fait, où on peut décider si l'USB est la télécommande ou le flash. Donc ça, c'est en appuyant longtemps, on accède au menu, mais sinon, on a les fonctions de base. Soit on peut se mettre... là, je suis en mode flash, donc je vais remettre la télécommande, voilà, touc, voilà, comme ça, c'est pour ça qu'il y avait un F. On a le mode manuel, où on peut régler avec la molette la vitesse d'exposition. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'autres réglages, ça suffit d'avoir cette molette, elle est assez agréable d'ailleurs. On appuie une fois, on a le mode automatique, on peut sous-exposer, surexposer, c'est à peu près tout, et il définit automatiquement plus ou moins bien le temps d'obturation. Et voilà, et le niveau de la batterie qui est en dessus. Et après, il suffit de prendre la photo. Et pour embobiner le film, il faut à chaque fois avancer. Alors là, il n'y a pas de film dedans, mais l'indicateur avancera avec le film, avec le blanc qui indique qu'une photo a été prise. Donc vous pouvez faire autant de multi-expositions que vous voulez, n'hésitez pas, mais n'oubliez pas que le temps d'exposition, soit de le faire en manuel, soit de prévoir une sous-exposition, ou expérimenter. C'est vraiment un appareil photo expérimental. Donc, et voilà, puis on peut tourner la tourette. Une chose qui est un petit peu embêtante, c'est que l'ouverture, en fait, il faut à chaque fois aller
En appuyant une fois, on change le niveau d'ouverture. Donc, c'est pas couplé. Ce n'est pas couplé le changement d'objectif. Donc, si on passe d'un des objectifs f8 à autre chose, il ne faut pas oublier de changer. Voilà, je suis en f8, f125, f56, rien du tout parce que je suis en manuel, ou f8. Ça, c'est une des choses que l'on a tendance un peu à oublier. Donc voilà, allons voir quelques clichés et on va discuter un petit peu plus. Donc, voilà, passons aux images. On va commencer directement avec la comparaison du 33 mm 4 lentilles de l'Alphy Tish Plus et du 30 mm monolentille. À gauche le 33 mm, à droite le 30 mm. Là, c'est avec du ProImage 100. C'était mon premier film. Donc, c'est un appareil qui, pour moi, était assez difficile à appréhender au début. J'ai mis du temps à l'apprécier. Moi, j'ai tout de suite apprécié, mais je trouve que c'est un appareil qui est assez difficile à appréhender par rapport à d'autres. Donc du demi-format, du film, des lentilles au plus à f8, pas de focale réglable, pas d'ouverture réglable. J'ai mis un moment à comprendre cet appareil et à arriver à cette vidéo en fait, d'analyse, de revue. Comme on le voit là sur ces deux images, le 33 mm avec ses 4 éléments optiques va définir mieux dans sa zone centrale et avoir des caractéristiques d'image, on va dire ça plutôt comme ça, assez différentes du 30 mm monolentille. Je m'attendais à ce que je choisisse vraiment le 33 mm systématiquement pour sa qualité, pour sa meilleure qualité. Mais en fait, comme on peut le voir ici, si on regarde le buisson par exemple, sur la partie droite un peu plus éclairée, le 30 mm n'a pas vraiment les mêmes caractéristiques. Le caractère est différent. Donc il m'a fallu du temps pour comprendre quelle optique utiliser, vu que c'est à peu près la même focale. Voilà encore deux autres exemples. À gauche le 33 mm, le 30 mm à droite. Même si le 33 mm se montre bien plus précis, notamment là on voit le diffusé sur les arbres en périphérie, il y a un rendu, un contraste qui est un peu plus marqué sur le 30 mm, mais qui va varier assez fortement en fonction des situations de lumière et des scènes. Là, on va prendre cet exemple-là, on va comparer, alors pas plus dans le détail. Là, c'est du Kodak Color 200 expiré en 2005, là, c'est pas le même film. Donc, un film vraiment expiré, avec du grain. Là, on est avec que le 33 mm et un agrandissement à droite, où je pousse un petit peu à l'extrême du grain. Comme on peut le voir avec le 33 mm, si on devine dans le grain les détails des fenêtres, des immeubles au loin. Et je pense que c'est cet exemple-là qui va nous donner un petit peu plus sur le caractère de l'optique, avec le soleil qui vient en face. Donc on voit qu'il y a quand même aussi une résistance relativement bonne au flair. Voilà, avec le 30 mm, on perd ce détail dans les immeubles au loin, mais on a ce diffusé un petit peu plus marqué
euh, par rapport à l'autre et une colorimétrie légèrement différente, mais un contraste plus fort aussi. Donc ça va vraiment être, de mon expérience avec cet appareil, les deux optiques sont intéressantes. Il m'a fallu vraiment du temps pour savoir lesquelles j'utilisais. Là, on a le même exemple avec le zone plate, là, ces ouvertures concentriques. On voit là, bon, là, on part sur plutôt de l'expérimental. Et je pense que c'est vraiment, voilà, et le pinhole, où là, on perd carrément beaucoup de définition. Je pense qu'il faut vraiment voir ça. On a deux optiques principales pour faire de la photographie, entre guillemets, avec une focale de rue. Tant en ouverture qu'en champ d'acquisition, et deux optiques expérimentales sur le même appareil. Voilà, à nouveau encore un exemple là, c'est avec du T-Max 3200, donc noir et blanc. Comparaison 33 mm à gauche, 30 mm à droite. Comme on le voit en fonction de la situation lumineuse, là avec une lumière beaucoup plus diffuse d'un jour gris, le 33 mm est bien plus robuste dans sa représentation des choses par rapport au 30 mm. Donc c'est vraiment une histoire c'est un appareil photo qu'il va vous falloir appréhender, adopter, comprendre. Je dois avouer que comme je le disais avant, c'est un appareil photo que je vais garder, clairement, mais qui est assez difficile pour moi, en tout cas dans mon style de photographie, à utiliser pour être super satisfait. Mais j'avance. Et là, à nouveau les deux optiques là, avec le zone plate à gauche, le pinhole à droite, d'avoir ces quatre optiques, je trouve ça super intéressant. C'est un appareil qui est extrêmement ludique. Voilà, encore un film expiré, la Kodak Color 200, c'est l'expiré en 2005, donc 20 ans d'expiration. Quand on utilise là, c'est le 33 mm dans les deux cas. Ça marche bien, c'est intéressant. La définition n'est clairement pas au niveau d'une optique haut de gamme, d'un réflexe. Mais là, on parle d'un appareil qui n'a vraiment rien à voir. Voilà encore deux détails. Là, c'est toujours le même film, mais dans les zones un peu plus expirées du film, avec cette colorimétrie un peu perdue. C'était le début du film, je crois, qui a plus subi le temps. La rade de Genève à gauche, Baby Plage, et du pigeon, simplement. Au début, je me suis focalisé vraiment sur le 33 mm, qui me semblait être l'optique, entre guillemets, à utiliser de par sa fabrication, qui avait l'air de meilleure qualité. Mais en fait, sur les derniers mois, j'ai plutôt oscillé entre le 30 et le 33, en connaissant un petit peu mieux ces optiques. Mais géométrie, à nouveau, là, on va faire un petit zoom. On voit que la géométrie, la définition est tout à fait, entre guillemets, bonne pour ce genre d'appareil. Voilà, des détails de rue. Avec le 3200, on a évidemment des temps d'obturation qui sont un peu plus rapides, donc plus courts. Voilà encore des détails, des tags sur un mur ou simplement l'île Rousseau à Genève à droite. Zoomons dedans pour voir un petit peu le détail, on le voit avec les branches des arbres. Le 33 mm est plutôt pas mal. Voilà encore les photos de nuit. Alors la f8, ça devient problématique en termes de temps d'exposition. On peut se mettre en manuel si on veut forcer un petit peu les films. Là, j'ai fait la plupart en automatique, mais on a des choses intéressantes. Ensuite, là, c'est avec un autre film. Là, c'est du Ilfoccolor 400 Ilford Vintage Tone. Il semblerait que c'est du Orvo 450 à l'intérieur, sous la marque Ilford. Donc, c'est pas du couleur fait par Harman. Mais voilà, des détails d'Islande. La première photo du rouleau. De la bobine à gauche avec un Père Noël qui se balade dans la rue, ou Skadi dans la neige. Ça, c'est du 33 mm. C'est donc la lentille de l'Alphi Tiche Plus. Ou ici, un détail du port de Reykjavik ou simplement d'un bâtiment dans la neige. Une optique qui marche, un peu old school, comme ça, un peu vintage. Là, à gauche, les montagnes au loin. Là, à nouveau, là, c'est le film qui donne cet effet-là. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai cette sorte d'exposition bizarre. Je ne l'ai pas eu sur d'autres images. Je ne pense pas que ce soit lié à l'appareil. Je pense que c'est plutôt lié au film. Ou à droite, là, le côté flou au-dessus de la neige, simplement qu'il y a beaucoup de vent. C'est pour ça que j'avais pris aussi cette photo. Et ça, en fait, c'est de la neige qui souffle. C'est pas du diffusé. Mais le 33 mm... voilà, encore deux exemples avec ce 33 mm. Là, c'est avec le Kodak Color 200 expiré. Un parc, en fait, dans la périphérie nord de Reykjavik. Une optique qui a un certain caractère. Et alors là, quand on part avec le zone plate,
On a ces images un peu plus floues et plus poétiques quelque part. Ici, c'est une photo plus récente. Là, c'est plus récente. Non, ça c'est du. Oui, pardon, ça c'est une photo plus récente. Ça c'est fait avec du Harman Phoenix en 400 ISO, donc poussé à 400, alors que c'est du 200 de base recommandé. Ça c'est une région de Genève. Et ça, c'est avec le 30 mm. Donc là, ce dernier rouleau, je l'ai pratiquement fait que au 30 mm. C'était le dernier rouleau avant cette présentation. Il y a un peu plus de diffusé, mais en fait, le 30 mm est plus facile à utiliser. À nouveau ici, au 30 mm, on voit une petite déformation de cette monolentille, on le voit sur l'image de gauche, qui a tendance à pincer, qui donne un effet un peu creux, ce qui est mieux corrigé en fait sur le 33 mm, mais un rendu vraiment à l'image de ces appareils photo entre guillemets jetables à film. Voilà aussi un détail à gauche d'un micro-toilette qui se trouvait sur une place de parking. Pour ceux qui suivent mes séries Serial et Magnum, vous aurez déjà vu cette scène faite avec d'autres appareils. Ou à droite, là, ce tracteur dans le canton de Vaud, en Suisse. Ici encore, toujours, alors là c'est vraiment, là on part sur le 30 mm, c'est toujours du Harman, là les photos d'avant c'était du Harman Phoenix à 400 ISO. Là à gauche c'est à Manchester, au travers d'une fenêtre sale. Ou à droite la rade de Genève, avec le jet d'eau de Genève. Voilà, encore deux autres images avec le 30 mm. Alors à nouveau, le f8, dans les situations de basse lumière, il faut se méfier, on va avoir des longues expositions, comme ici on devine quelqu'un qui bouge, il y a du flou de bouger, mais on obtient des images qui pourraient potentiellement être intéressantes, ou à travers un hublot là à droite, les Alpes au loin. Maintenant on va aussi dire que, c'était à nouveau les deux dernières, c'était avec le 30 mm, mais il faut aussi dire que le fait d'avoir un embobineur de film qui est manuel, pas vraiment d'indication. On va faire des multi-expositions de temps en temps sans le vouloir. Là, c'est 2 multi-expositions que j'ai faites sans le vouloir. C'est juste pour parler de cela. C'est un appareil photo qui demande une certaine concentration dans le processus. La procédure pour faire les photos est un peu plus lente. À nouveau, c'est plutôt un plus dans l'idée de vouloir faire de la photo avec un appareil demi-format comme cela, expérimental. Là, je suis en train de faire cette présentation alors que Fuji sort un soi-disant demi-format numérique avec retrouver l'expérience du film. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir le vrai. Le Alpha-Tish, c'est vraiment un appareil photo, film demi-format, qui propose l'expérience du film sans parachute. Voilà deux autres exemples que je voulais montrer aussi. La focale fixe, quand on est un peu trop près, ça va être flou, comme ce rocher à droite. Donc il ne faut pas être trop près non plus, donc c'est vraiment clairement pas des optiques macro. Là c'est avec le 33 mm, que ce soit ce détail d'un cyprès ou cette roche. Et ensuite les lumières de face, on va avoir des altérations colorimétriques comme on peut le voir ici avec la diffraction. Là j'ai mis ces deux exemples pour donner aussi une idée. Ça résiste assez bien à une lumière vraiment de face, mais les lumières latérales, ça va faire des choses un petit peu bizarres. À nouveau, c'est créatif. Ce n'est pas un appareil photo qui est fait pour faire de la photographie de studio, de la photographie hyper précise, comme on pourrait l'avoir avec des optiques Apo chez Leica, par exemple. On est aux antipodes. Voilà encore deux exemples à gauche, des flous. Là, je suis un peu trop près. Mais ça donne une idée du caractère en fait des lentilles. Là, je suis aussi avec la 33 mm, ou simplement aussi cette tourelle avec les 4 objectifs. On a tendance à mettre le doigt devant et ça peut être problématique. Enfin, tout ça là, ce sont mes exemples. J'ai pas mal d'autres exemples, mais je pense que vous en retrouverez aussi sur Internet. Mais juste pour dire que c'est vraiment un outil créatif qui est assez particulier, qui vous amène vraiment dans l'expérience du film. Faisons une petite récapitulation. Donc, ce que j'adore avec cet appareil, c'est simple, c'est amusant à utiliser. C'est vraiment très ludique, rien à dire. D'avoir 3 ou 4 optiques à choix comme ça sur un appareil aussi compact, c'est génial. Il faut le dire. Je dis pas que les résultats vont être géniaux, en tout cas les miens sont pas particulièrement géniaux, mais je suis content de certaines photos, clairement.
c'est pas forcément très facile de faire des bonnes photos avec. La sensation du boîtier, j'adore aussi. On s'habitue vraiment à ce côté un peu métallique et synthétique, mais très bien fait. La capacité de la batterie intégrée, génial. Là, je n'ai jamais eu de problème. Je ne sais même pas très bien pourquoi des fois je le charge. Ça dure des siècles. Les modes ouverture, priorité ouverture et manuel, en fait, cette simplicité, c'est fantastique. Là, pour le coup, le créateur a vraiment fait quelque chose qui marche. Donc la taille et le fait que ce soit un demi-format, un half-frame, fantastique pour expérimenter. Le but, c'est pas faire des photos avec des piquets incroyables. Donc le demi-format, ça met vraiment en avant le grain du film. Après, ce qui est pas mal, vraiment pas mal, c'est la simplicité aussi de l'avance du film. Alors ça a ses petits problèmes, comme on a pu le voir avec les expositions multiples. D'avoir une lentille de sténopée sur un appareil, c'est génial d'un point de vue créatif. Enfin, c'est génial, c'est très très bien. L'écran petit, mais qui est quand même lisible, très bien. De nuit aussi, il n'est pas trop lumineux. Juste bien pensé, l'interface est bien pensée. On voit que ça a été fait par quelqu'un qui fait de la photo aussi. Le petit joystick derrière pour les menus marche très bien. Ça semble un petit peu simpliste au début, mais ça marche. D'avoir de l'USB-C, bon bah voilà, je le note, c'est quand même super parce que rien de très particulier, mais plus. Après les petites avancées, c'est que le clic de la roue là, de la tour devant avec les appareils photo, avec les lentilles, je trouve pas mal. Ça a un bon feeling. Le viseur haute qualité est vraiment pas mal, même si moi j'ai réussi à le démonter. Donc les photos que j'ai prises là, vous voyez qu'il y a du gaffeur. J'ai pas essayé de ménager cet appareil. Je le testais, je l'ai pris comme un autre appareil robuste, mais le viseur est très bien. La qualité de la sangle, faut le mentionner, vraiment bien. Je pensais pas que j'allais mettre ça dans une revue, mais ouais, très agréable au toucher, au maintien, là, bien pensé. Le capot, le mécanisme de capot à l'arrière, c'est robuste, c'est facile, avec la vis pour fermer, assez rudimentaire, mais ça fait le boulot. Même chose pour l'indication d'obturation, quand on obture et que c'est une longue exposition, on a un O qui indique que c'est ouvert. Et le son de l'obturateur, très discret. Ça fait un petit clic, on l'entend. Des fois, peut-être un peu trop discret, quand on a envie de savoir ce qui se passe, mais ça, c'est un autre problème. Après, ce qui est un petit peu basique, qui n'est pas très... ni plus ni moins, le prix un peu élevé, et de l'appareil et du viseur. Bon, mais en même temps, c'est un appareil qui marche. Le mécanisme de rembobinage, donc de tourner la molette au-dessus à gauche, c'est pas super agréable à faire, mais ça marche. Bon, voilà, rien à dire, ni plus ni moins. Les anneaux en caoutchouc du rembobineur, ça, c'est bien, mais bon, j'en ai perdu un, ils ont tendance à s'en aller. Pas sûr qu'elle soit très utile non plus, mais enfin voilà, c'est un petit plus, mais en même temps un petit moins. La distance focale minimale, non, alors ça c'est moyen. C'est pas ce que j'ai trouvé de plus fabuleux. La connexion de la commande à distance aussi par USB-C, je trouve ça un petit peu bon. Ça m'a pas super été utile, mais voilà. Les négatifs, il y a quand même des petits négatifs. Si l'indication d'une photo déjà exposée, on ne l'a pas. Donc, ça aurait été bien d'avoir un petit couplage entre le fait d'avoir avancé le film et de l'avoir exposé. Ça fait que des fois, si on n'a pas une routine, on va multi-exposer ou simplement ne pas exposer une photo. Ensuite, pas de flash. Donc ça, c'est un truc que je trouve assez dommage. On a l'option dans les menus pour un flash USB. En tout cas au moment de cette vidéo que j'enregistre, mais je n'ai pas trouvé de flash. Il manque les ISO les plus bas, alors ça c'est dommage, parce qu'il y a des films à 1 ISO, il y a des films avec des expositions vraiment très, très faibles, alors on peut compenser l'exposition, mais vu que l'interface est comme elle est, ça aurait été sympa d'avoir peut-être du 1, du 3, du 6 ISO, le minimum c'est 12. Même d'avoir un peu en dessous du 0,5 serait sympa, parce que on en trouve des films techniques à très bas ISO. Le compteur d'exposition est parfois difficile à lire. Voilà, c'est négatif. Mais même chose pour l'indication du temps restant d'exposition. J'avais l'impression qu'avec un des firmware d'origine,
Enfin, c'est moi qui... Enfin, en tout cas, je n'ai pas... Quand on lance une longue exposition, on n'a pas un décompte clair de ce qui se passe. Donc, on ne sait pas combien de temps encore à attendre. Voilà. Ensuite, moins, donc vraiment plus négatif, c'est pas de connecteur flash actif. Ça aurait été pratique dans le contexte d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un flash normal, ancien, qu'on puisse simplement connecter avec juste le contact. De ne pas avoir de flash, c'est dommage aussi, c'est un petit peu un raté, surtout avec du F8. Et pas de déclenchement mécanique. Donc déclenchement mécanique, j'entends de pouvoir mettre une télécommande pas USB, mais simplement en appui avec un petit pas de vis. Ça aurait été vraiment sympa parce que ça s'y prête. Le dernier point, c'est que la tourelle n'est pas forcément super fixée. Des fois, alors ça m'est pas arrivé vraiment, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais elle peut se mettre dans une position entre deux objectifs, ce qui fait que l'exposition va être ratée. Et surtout, l'ouverture dans les réglages d'auto-exposition n'est pas couplée, donc il faut le faire manuellement. Et si on ne prend pas de photo en ayant changé d'objectif, la dernière utilisation ne va pas sauvegarder la focale qu'on a choisie. C'était pour une histoire informatique, j'en ai discuté avec le créateur, mais ça c'est un petit peu négatif, mais je comprends le principe, mais voilà, il fallait le noter. Et après, vraiment négatif, j'ai pas vraiment grand chose à dire de très négatif sur cet appareil. Je l'ai adopté. Je pense que si vous avez envie de faire de la photo et d'avoir quelque chose un peu particulier, un peu différent, ça vaut le coup. Et ça sponsorise aussi le créateur de cette boîte, de ce projet, qui a sûrement d'autres projets. Enfin, il a déjà annoncé qu'il y a d'autres projets en tête. Mais il faut quand même saluer ce premier vraiment appareil photo nouveau à film, bien avant les grandes marques, même si je fais la revue un petit peu tardivement. Donc, allez voir le site. Et voilà, j'espère que ça vous a un petit peu informé sur cet appareil. J'espère que ça vous a donné envie de faire de la photo. N'hésitez pas, commentaires, suggestions, propositions. Et à bientôt!